Berkoff, Céline Alonso. Nous chantons. Le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Oui, une très très belle phrase de Georges Pompidou, effectivement à la télévision, le 9 novembre 1970. Et je voudrais dire quelque chose de personnel. Enfin, l'émission Berkoff dans tous ses états, ce n'est pas par hasard qu'elle a dans sonore le générique de Radio Londres. Et oui, les Français parlent au français. C'était Radio Londres entre 1940 et 1944. Et s'il y a quelque chose de plus identitaire que ça, qui représente effectivement le Gaulois réfractaire dans toute sa splendeur, eh bien c'est bien aussi Radio Londres et De Gaulle à ce moment-là. Et oui, et aujourd'hui, donc, sur Sud Radio, André Berkoff, on va célébrer De Gaulle. Et pour parler de ce dernier géant de l'histoire de France, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir le journaliste et écrivain Gérard Bardi, qui publie donc aux éditions Télémac, Dernières heures à Colombey. Bonjour à vous, Gérard. Bonjour. Alors, ce livre que vous publiez, c'est le 7e essai que vous publiez donc sur De Gaulle. Dans ce livre, vous décrivez donc heure par heure la dernière journée du général avant sa mort. Alors, expliquez-nous dans quel état d'esprit il est parti. Le général de Gaulle est parti déjà plus tôt qu'il ne s'y attendait, mais quand même en ayant la crainte de partir. Car il avait peur de la mort. Il n'avait pas peur de la mort, il avait peur que la mort le cueille avant qu'il n'ait terminé son travail d'écriture, c'est-à-dire la rédaction de ses mémoires, qui était pour lui de la plus haute importance. Il voulait absolument livrer au pays sa part de vérité sur tout ce qu'il avait fait depuis 1940 jusqu'à son départ du pouvoir en 1969, afin de corriger, de préciser ses actions, ce qui l'avait motivé, et aussi pour répondre à ses nombreux détracteurs qui l'avaient très malmené en alignant les contre-vérités, les mensonges et parfois des attaques un peu basses. Alors bon, De Gaulle n'est pas parfait, je ne suis pas moi l'avocat du général de Gaulle, mais je suis quand même passionné par l'aventure de cet homme. Ça, vous l'avez montré. Et c'est pour cela que j'ai publié depuis 10 ans autant d'ouvrages qui sont des ouvrages historiques puisés aux meilleures sources, comme l'est d'ailleurs Dernières heures à Colombey, où je crois faire vivre les derniers instants de Gaulle, retracer les derniers instants de Gaulle dans l'intimité avec des précisions qui ne sont pas sans importance parfois. Mais quand il est parti, on peut dire que c'était un homme amer quand même. Le non au référendum, est-ce qu'il l'avait digéré en quelque sorte ? Le non au référendum d'avril 1969 l'avait blessé, profondément blessé. Quand il est parti marcher sur les plaines des Landes, des Landes irlandaises, sur les Landes irlandaises, en Irlande, oui, il était abattu, il était déçu, il a lâché quelques mots violents. Ah, ces cochons de Français, ils m'ont fait ça. Comment pouvait-il accepter que lui qui, en 1940, avait sauvé l'essentiel, qui en 1958 avait restauré une nouvelle fois la République fragilisée par la guerre d'Algérie, comment pouvait-il accepter que la France lui fasse ça? Et oui, il a eu cette phrase, André Berkoff, ils n'ont pas dit non à De Gaulle, ils ont dit non à l'effort, ils ont choisi le renoncement, ils ont choisi d'être un petit peuple. Oui, ça c'est vraiment De Gaulle dans sa vérité. De Gaulle était amoureux de la France, de Notre-Dame-la-France, Notre-Dame aux fresques des murs, en reprenant... mais il y a aussi, il y a toujours chez lui une sorte d'irritation, de mécontentement devant le comportement des Français. Est-ce que les Français sont à la hauteur de la France? C'était ça, De Gaulle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose encore plus fort cette question aujourd'hui en 2020, l'a posée en 1970. On peut le dire. On peut le dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais juste un mot quand même, Gérard Bardi. Il y a quand même quelque chose. Il n'a pas voulu, lui, son départ. Je m'explique. Comme par hasard, il fait un référendum sur la régionalisation, je ne dis pas que c'est rien, et la suppression du Sénat. Franchement... Pourquoi c'était perdu d'avance, selon vous, André ? C'est-à-dire qu'on peut se poser la question si c'était vraiment la chose la plus importante à ce moment-là, de la suppression du Sénat. Peut-être la régionalisation, ça allait venir 10 ans après avec Gaston Defferre et Mitterrand. Mais vous ne croyez pas, quand même, Gérard Bardi, que quelque part, quand même, De Gaulle, qui n'est pas un apprenti, qui n'est pas un apprenti, c'est le moins que l'on puisse dire,
Est-ce qu'il n'a pas choisi de partir comme ça ? Alors bien sûr, c'est une des deux thèses que l'on peut étudier, avancer. Moi, je ne le crois pas. Je pense que le général de Gaulle, qui a créé les institutions qui nous servent encore et qui, d'une certaine façon, nous abritent du pire, voulait toujours que le peuple le valide. Oui. Et donc, il a accepté le référendum, lui. Donc, il a accepté l'élection du président de la République au suffrage universel. Il a choisi, oui. Il a instauré le référendum. Pensez-vous qu'on a fait plus de référendums en 10 ans sous De Gaulle qu'en 50 ans depuis ? Ce qui est quand même extraordinaire. Et parmi les référendums très rares que nous avons faits, on a foulé aux pieds le résultat du dernier référendum sur la Constitution européenne. En 2005, donc, absolument. En 2005. Donc De Gaulle voulait absolument toujours avoir la validation du peuple français. Et après les turbulences de mai 1968, qu'il l'avait remis en selle par la rue, on s'en souvient, il voulait retrouver une vraie légitimité. Et aller devant le peuple avec un référendum, c'était pas trop, vous avez raison, sur la régionalisation ou la réforme du Sénat, même si le Sénat l'irritait beaucoup. Il les appelait d'ailleurs les inutiles de la République. Hein. Il allait fort. Aujourd'hui, on est revenu là-dessus. Mais enfin, bien sûr, il est revenu devant le peuple pour se valider, pour avoir le soutien du peuple, et que De Gaulle sans le peuple, ce n'est rien. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce référendum. Alors dans votre livre, vous tissez 3 lignes de force, donc celle de l'homme abattu, tel un chêne, donc comme l'a dit donc Malraux, on en parlera un peu plus tard avec André Berkoff. Vous tissez aussi celle de l'écrivain et celle de De Gaulle intime, retranché donc dans sa maison à Colombey-les-Deux-Églises. Il était très attaché à ce lieu. Pour quelle raison ? La boisserie, la demeure de Colombey-les-Deux-Églises était vraiment le refuge du général de Gaulle. Il l'avait acheté en 1934 en viager. D'une part parce que Colombey-les-Deux-Églises se trouve depuis Paris sur la route des grandes places militaires de l'Est de la France, par où venait historiquement le danger. Et puis aussi pour mettre à l'abri la petite fille anormale, trisomique, la petite Anne, qu'il avait eue et qu'il voulait cacher des regards, qu'il voulait laisser vivre à la campagne dans de bonnes conditions. Donc ce sont les deux raisons principales qui l'ont conduit à acheter cette maison. Et surtout, après, c'est que pendant la guerre, les Allemands ont occupé la boisserie, l'ont entièrement détruite. ont pris la charpente et les volets et les parquets pour faire du feu. Quand ils ont retrouvé la boisserie après la guerre, c'était une ruine. Et d'ailleurs, en quittant le pouvoir en janvier 1946, le général de Gaulle s'est remis à écrire très vite ses mémoires de guerre parce qu'il a obtenu bien évidemment des avances sur ses droits d'auteur substantiels qui lui ont permis de reconstruire la boisserie. Et oui, parce qu'il faut dire qu'elle avait même été mise aux enchères suite à sa condamnation à mort le 3 août 1940 sur ordre de Vichy. Et ce que vous racontez dans votre livre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucun client qui n'avait osé effectivement faire une offre. Mais qui pendant la guerre, aurait osé racheter la maison du général de Gaulle qui avait été... Aucun candidat s'est manifesté. Non seulement on lui a confisqué ses biens, donc sa maison de la boisserie, mais aussi on l'a condamné à mort, n'oublions pas. Oui, par contumace. Et on l'a dégradé de tous ses grades militaires. Bien sûr. Oui. Alors effectivement, donc fin mai 1946, il s'y réinstalle avec toute sa famille, donc après avoir fait donc de nombreux travaux de rénovation, et vous racontez qu'une riche famille lui avait pourtant proposé de lui offrir un château pour le remercier d'avoir sauvé la France. Et bien entendu, il a refusé donc ce cadeau. Bien sûr, le général de Gaulle n'était pas quelqu'un qui était attaché à l'argent, et donc comment aurait-il pu accepter qu'on lui donne un château? De Gaulle, c'est pas l'homme des châteaux, c'est l'homme d'un certain confort bourgeois. Il est issu d'une petite bourgeoisie provinciale et qu'il n'a jamais renié d'ailleurs, mais on ne le voyait pas vivre dans un château. Ça fait penser d'ailleurs quand il était au pouvoir et qu'il faisait pratiquement tous les week-ends le trajet dans sa DS-19 entre Paris et Colombey-les-Deux-Églises. Un jour, André Malraux lui dit « Mais mon général, vous allez vous fatiguer, vous commencez par vieillir, vous devriez vous acheter un hélicoptère. » Et il dit « Mais non, je ne vais pas acheter un hélicoptère. Vous
trouveriez bien, lui dit Malraux, quelques amis donateurs qui vous feraient cadeau d'un hélicoptère. Et De Gaulle dit, mais comment, Malraux, comment osez-vous dire que l'on puisse me faire un tel cadeau? De Gaulle n'accepterait pas. Alors dites-nous, quel genre de vie il menait avec sa femme Yvonne, donc dans cette demeure, qui était assez austère apparemment? Une demeure austère à l'image du personnage, évidemment. Les De Gaulle vivaient comme des retraités, mais vraiment sans plus. Le matin, on leur portait leur petit déjeuner dans leur chambre à l'étage. Madame De Gaulle ensuite descendait. Ils avaient du personnel, ils avaient quoi? Pour s'occuper avec la femme de chambre et avec la cuisinière du déroulement de la journée, des menus, du déjeuner, du dîner, etc. Et le général De Gaulle, lui, s'était fait porter tôt le matin par son chauffeur, troisième personne du personnel, les journaux du jour, ramenés de Bar-sur-Aube tôt le matin par le chauffeur. Et il restait dans sa chambre, il épluchait la presse, comme on dit, il lisait les journaux, il grognait parce que ces foutus journalistes ne comprennent pas De Gaulle, ne comprennent rien. Oui, c'est vrai qu'il n'aimait pas les journalistes. Il n'aimait pas vraiment les journalistes, ça, on peut dire que... Mais est-ce que les journalistes aimaient De Gaulle? On peut aussi... Quelques-uns, mais quand même... Vous, par exemple. Oui, mais par exemple, le journal Le Monde, que De Gaulle avait contribué à créer pour faire en France un pendant des grands journaux anglo-saxons, et notamment du Times, eh bien, sitôt créé grâce à De Gaulle, Le Monde s'est retourné contre De Gaulle. Donc il n'aimait pas beaucoup la presse. Après avoir lu la presse, il allait dans sa salle de bain, et là, on l'entendait siffler sous la douche les rhapsodies hongroises. Ou cette chanson, cet hymne, écoutons-le. Quand nous chanterons le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Le temps des cerises, Yves Montand. Alors il faut préciser, André Berkoff, qu'il donc chantait cette chanson, ou qu'il sifflotait, comme vous l'avez dit, effectivement, les rhapsodies hongroises de Liszt, surtout la 5e, mais excepté si un gros titre de la journée l'avait contrarié. Oui, après avoir... après être passé dans sa salle de bain pour faire sa toilette, se raser à la main avec son coupe-chou, De Gaulle se mettait en costume 3 pièces. Jamais il n'est descendu chez lui, il s'est montré à quiconque, jamais en robe de chambre. Jamais en robe de chambre, jamais en pyjama. Il était d'une pudeur extrême. Incroyable. Une seule fois, son fils l'a vu de dos, torse nu dans la salle de bain, et Philippe de Gaulle a détourné le visage parce que si son père l'avait surpris en train de le regarder, ça l'aurait gêné. Vous voulez dire qu'il ne descendait pas sans avoir été déjà complètement en costume habillé, 3 pièces avec sa cravate. Et là, de son pas lourd, il descendait l'escalier en bois, qui existe toujours, comme pour ceux qui visitent la boisserie. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Oui, parce que c'est un musée aujourd'hui, la boisserie. Et il traversait les pièces, le salon, la bibliothèque, en saluant avec beaucoup de courtoisie le personnel, les 3 personnes du personnel. Et puis, il allait dans son bureau, puis faire le tour de son parc, qui était l'une de ses grandes passions. Oui, et parmi ses loisirs préférés, vous racontez qu'il avait un plaisir fou, c'était de faire une réussite devant la télé. Alors, on imagine mal De Gaulle avoir cela en passion. Ça c'est la réussite devant la télé, ça c'était le soir, pendant qu'il regardait les actualités régionales à la télévision. Il y avait à l'époque une station Champagne-Ardenne qui émettait depuis Reims. Je peux vous en parler, j'étais jeune journaliste dans cette station, et j'ai vu arriver les blocs de granit qui ont contribué à construire la Grande Croix de Lorraine. Ça a été l'un de mes reportages quand j'étais à la télévision. Mais il y avait 3 chaînes, il n'y avait même pas 3 chaînes à l'époque, 60. Non, il y avait une délégation station régionale qui était les prémices de France 3. Il regardait souvent la télé, enfin régulièrement. Alors, il regardait la télévision assez régulièrement, mais surtout, ce qui est drôle, c'est que cet homme sérieux, cet homme cultivé, cet homme pétri de l'essentiel, enfin, et de l'histoire et tout, à la télévision, il s'installait décontracté, il allongeait ses grandes jambes, et qu'est-ce qu'il regardait? Interville. Ça le distrayait. Et les films humoristiques avec Fernandel, avec Bourvil, ça l'amusait. Louis de Funès, voilà. Non, il n'avait pas de. Et d'ailleurs, c'était pas un intello au sens où on peut l'entendre. Par exemple, chez eux, il y avait très très peu de grande musique. Très peu. On n'en écoutait pas beaucoup de musique. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de radio.
ni dans son bureau, ni dans la chambre. Parce qu'il voulait que ce soit des endroits préservés, des endroits où il avait son intimité et où bibliothèque. Les nouvelles du monde ne devaient pas venir perturber De Gaulle, ni pendant son sommeil, ni pendant son travail. Grande bibliothèque. Une très grande bibliothèque, une très belle bibliothèque. Avec et son bureau, c'était un sanctuaire, en quelque sorte. Un vrai sanctuaire. Ouais. Il y avait les auteurs qu'il aimait le plus, les auteurs classiques, mais aussi des auteurs contemporains. Comme Bernanos, comme François Mauriac, etc. Tout ça, oui, bien sûr. Mais il y avait aussi tous les objets qui lui avaient été offerts par les chefs d'État pendant toute sa vie, et notamment pendant le passage à l'Élysée, et des souvenirs militaires de sa vie militaire auxquels il attachait beaucoup d'importance. Et il était dans son univers, il était dans son cocon, il était dans son univers d'histoire, de souvenirs, etc. Et c'est dans ces conditions qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir lorsque la mort est venue à sa rencontre. Et justement, vous dites qu'une heure avant sa mort, il était en train d'écrire des lettres très touchantes à certains membres de sa famille. De Gaulle, c'est un homme de la génération de l'écrit. On ne le voit pas pianoter sur son téléphone portable, évidemment, ou sur un ordinateur. Ça n'existait pas, d'ailleurs. Déjà, ça n'existait pas, mais... oui, il écrivait beaucoup. Il écrivait beaucoup à ses amis, il écrivait beaucoup à sa famille, y compris à ses enfants. Lorsque son fils amiral était loin, en mission, c'était au moins une lettre par semaine. Idem pour sa fille, mariée au général de Boissieu. Il y avait une correspondance familiale, et aussi avec les principaux amis. Parmi ces derniers, les compagnons de la France libre et les compagnons de la Libération d'abord. Et oui, la famille pour lui, c'était vraiment un tout. La famille, chez lui, c'était la base de tout. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pendant son passage à l'Élysée, il faudrait compiler toutes les lois, toutes les décisions qui ont été prises en faveur de la famille. Bien sûr. C'était le socle de tout. Quel a été on sait quelles ont été, non pas ses dernières pensées, n'allons pas jusque-là. Ses dernières volontés, surtout. Mais, oui, qu'est-ce que ça a été? Il a rédigé son testament bien avant ou... Ah oui, il a rédigé son testament plus de 15 ans avant sa mort. D'accord. Qui n'a pas changé. Il n'a jamais changé une virgule, il a fait 3 exemplaires, un pour Georges Pompidou qui était son collaborateur, un exemplaire pour Philippe de Gaulle et un exemplaire pour Élisabeth, sa fille. Et quelles étaient ses dernières volontés alors? Être enterré sans honneur, sans officiel, sans discours, sans musique militaire, être enterré comme un villageois au milieu des villageois, dans son village, rejoindre dans sa tombe sa petite fille Anne, trisomique, je le redis, qui est née en 1928 et morte en 1948, donc à l'âge de 20 ans. Et recevoir simplement, il l'a écrit comme tel dans son testament, recevoir, s'il le souhaite, l'hommage du peuple de France et du monde. C'était le seul hommage qui lui tenait à cœur, c'était cette reconnaissance des Français. Et pas d'obsèque nationale. Surtout pas. Et d'ailleurs, Madame de Gaulle elle a eu peur que Pompidou en organise. Exactement. Elle a dépêché en urgence, dès l'annonce de la mort du général, elle a dépêché Philippe à l'Élysée pour dire à Pompidou, surtout, respectez les dernières volontés du général et n'organisez pas des obsèques nationales. C'est pour ça qu'il y a eu une cérémonie avec les grands chefs d'État à Notre-Dame de Paris, distincte de la cérémonie de Colombey, et sans aucun discours. Et oui, on continue de parler de De Gaulle dans un instant sur Sud Radio avec Gérard Bardy. Et l'historien Patrice Guénifé sera aussi avec nous. Alors restez avec nous. On revient dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci infiniment. Et j'écoute quasiment tous les jours, donc c'est carrément une religion. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La voix, drôle de voix, profonde et saccadée. La voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui racontait une France à ton goût.
Moi, Et oui, Gilbert Bécaud, André Berkoff. Cette chanson a été écrite par Pierre Delanoë en 1965. Alors c'est vrai que c'était un fervent gaulliste et à l'idée que De Gaulle puisse perdre les élections présidentielles cette année-là, eh bien c'était une tragédie pour lui, André, et c'est ce qu'il exprime donc dans ce titre. Oui, oui, tu le regretteras. Un très 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 beau titre, chanté par Gilbert Bécaud, effectivement. Et puis en fait, il n'a pas eu le regretter, puisque De Gaulle a été quand même merveilleusement, triomphalement réélu quand même en 65, même s'il avait été mis en ballottage au premier tour. Et voilà, c'est-à-dire que De Gaulle, c'est un peu cette espèce de chef emblématique, mais non seulement chef emblématique, je reviens à l'identité. D'abord, il s'appelait De Gaulle, comme par hasard, hein, la Gaule. C'est pas arrivé comme ça, c'est assez étonnant. Et puis, si on voulait comparer à un prédécesseur, sans aller trop loin dans la comparaison, mais il y a eu quelqu'un, justement, qui a fait un livre, on va le recevoir, à la Patrice Guénifé, mais justement, il fait penser, il y a Napoléon, c'est-à-dire qu'on pense aux lois, à tout ce qu'a fait pour la Ve République le général de Gaulle, et on pense au code Napoléon, on pense au code civil, on pense à ce guerrier incroyable, l'empereur, qui a quand même rédigé, même à Moscou, au siège de Moscou, il rédigeait les lois de la Comédie Française, enfin les statuts de la Comédie Française. Voilà, quelqu'un, il a revoir un certain nombre de... C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font l'histoire, il y a des individus qui modèlent l'histoire. Quand on dit c'est l'économie, c'est ceci, c'est cela, oui, bien sûr, mais il y a les individus. Et à un moment de l'histoire, les individus le modèlent. Oui, Gérard. André Berkoff, vous dites qu'il y a des gens qui font l'histoire. On pourrait ajouter avec un peu de cynisme, il y a aussi les gens qui défont l'histoire, qui la détricotent. Certes, absolument. Mais cela, on ne va pas perdre notre temps à en parler, en tout cas pas aujourd'hui. Et oui, et on va donc parler de ces deux chefs emblématiques de la France moderne, donc De Gaulle et Napoléon. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Patrice Guénifé. Il publie un essai magistral dans lequel il dresse donc en parallèle le portrait de l'homme du 18 juin et celui de l'empereur. Bonjour à vous, Patrice. Bonjour. Alors, ces deux héros de l'histoire de France ont plusieurs points communs. On va en parler tout de suite. Le premier, c'est la place de la guerre dans leur formation. Oui, tous les deux sortent de moments tragiques et je crois que ça explique pour beaucoup à la fois leur capacité, leur itinéraire, même si sans doute on pouvait pressentir chez eux des qualités peu communes. Mais Bonaparte est le fils de ces 10 ans de Révolution française, qui a été une guerre civile, une révolution, une guerre étrangère, etc. Et De Gaulle est le fils de la guerre de 14, de l'entre-deux-guerres. Donc tous les deux sont nés dans des moments de l'histoire particulièrement tragiques. Et sans d'ailleurs cette éducation par la tragédie, sans doute ils n'auraient pas été ce qu'ils ont été, ils n'auraient pas joué le rôle qu'ils ont joué. C'est peut-être ce qui manque à nos politiques d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir connu la tragédie. Oui, ils ont oublié que l'histoire était tragique, comme Aaron le disait de Giscard. Oui. Alors, autre point commun qui les rassemble, on peut dire, c'est l'art de gouverner. Oui, c'est très rare dans l'histoire de France, des gens qui arrivent, qui prennent le pouvoir avec une idée aussi précise de ce qu'ils vont faire et des réformes qu'il convient de mener. Lorsque Bonaparte s'empare du pouvoir, il sait exactement ce qu'il va faire, il l'a testé en Italie, il sait qu'il faut mettre un terme à la Révolution et qu'il n'y a pas 36 moyens, qu'il faut réconcilier, dans la mesure du possible, les Français. Et quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1944, eh bien, il a eu le temps de songer, il est parti d'une position toute différente, il ne savait pas exactement ce que serait l'après-guerre, mais à Londres, il a eu le temps de réfléchir au naufrage de la Troisième République et d'envisager la réforme nécessaire des institutions. Idem en 1958. Donc ils arrivent avec une claire conscience de ce qu'il faut faire et en plus sans doute un talent de gouvernement qu'ils ont acquis grâce à leur formation militaire. C'est-à-dire le sentiment que l'efficacité doit primer dans l'exercice du pouvoir et aussi l'idée que la politique est un jeu sérieux. Et beaucoup de nos hommes politiques pensent que la politique n'est pas vraiment un jeu sérieux, puisque si on échoue dans une réforme, on peut très bien la faire repasser 3 ans plus tard ou l'abandonner au profit d'une autre. Alors qu'eux, qui ont fait la guerre, savent que la guerre, c'est quelque chose de très sérieux. Et ils ont transporté ce sentiment dans l'action politique.
Ça me semble tout à fait frappant chez l'un comme chez l'autre. Mais justement, Patrice Guénifé, il y a aussi, et vous en parlez, ce formidable rapport à la France. Et on a d'abord envie d'appliquer, vous savez, cette phrase de Churchill, très célèbre. Il dit, le véritable homme d'État, c'est celui qui pense aux nouvelles générations. Le politicien, c'est celui qui ne pense qu'à sa réélection. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Il pense dans le cas de Gaulle, il pense non seulement aux nouvelles générations et à l'avenir, mais il y pense dans la mesure où il a une forte conscience du passé et de ce qui rattache la France d'aujourd'hui à la France d'hier. C'est pas le cas chez Napoléon. Napoléon a quand même tout d'un aventurier. Ouais. C'est un homme pour qui la France sera un décor sublime pour son destin personnel, mais on ne peut pas dire qu'il est pour la France l'attachement intime, fort, définitif qu'a De Gaulle. Oui, c'est pas du tout la même chose. En fait, Napoléon, c'est la conquête du pouvoir, l'extraordinaire conquérant quand même qu'il a été. Hein. Oui, et puis vous savez, c'est un homme du XVIIIe siècle. Donc c'est un ambitieux, il veut conquérir la gloire, il veut vivre à tout jamais dans la mémoire des hommes. Et pour cela, en homme du XVIIIe siècle, il sait qu'il faut faire œuvre utile. Et lui, l'œuvre utile va être de reconstruire un État, de refaire une société en France, même s'il n'a pas d'attachement affectif pour la France. Puisque jusqu'à ce que les Corses le jettent dehors et l'envoient sur le continent, il est un indépendantiste corse. Son idée, c'est de libérer la Corse de la France. Mais une fois qu'il va être en France, il va comprendre qu'il a une scène à la mesure de ses talents. Il va donner le meilleur de lui-même pour réconcilier les Français. Mais comme il n'a pas d'attachement profond pour la France, qu'il a toujours considéré un peu comme un pays extérieur, d'ailleurs il aurait pu être lui-même dans tous les pays du monde, eh bien l'histoire finira beaucoup plus mal que dans le cas de De Gaulle, parce qu'il pourra s'émanciper de la France pour essayer de la faire servir à un dernier chapitre de son histoire en revenant de l'île d'Elbe. Ouais. Là, les Français n'avaient pas besoin de lui en 1815. Oui, c'est ça. Il est revenu pour son ambition à lui, quoi. Ça. Pour finir son histoire, parce que comme dit Chateaubriand, il ne se voyait pas finir en roi d'un carré de légumes à l'île d'Elbe. Quand on a dominé l'Europe, c'est impossible. En fait, l'un a des racines, l'autre, enfin l'un est enraciné et l'autre n'a pas de racines. Cosmopolite, oui. Napoléon n'a pas de patrie en fait. Il a rêvé son destin en Orient. Quand on lui demande votre pays c'est quoi, il répond souvent l'Italie. L'Italie. Ouais, c'est ça. L'Italie, c'est sa patrie affective, c'est celle de ses ancêtres d'ailleurs. Oui. Mais en même temps, il aurait pu très bien être lui-même en Orient, faire une carrière à l'Alexandre le Grand, s'il en avait eu la possibilité. Et il est un peu le dernier de ces personnages qu'à la Renaissance on appelait les hommes universels, qui effectivement pouvaient servir Florence et ensuite aller servir d'autres cités du Moyen-Âge. Et il est un peu ce genre de personnage. De Gaulle, de ce point de vue-là, lui est très inférieur, parce que De Gaulle est comme encadré par des traditions, par une histoire, par le catholicisme, par l'histoire française, par la tradition militaire, par les valeurs bourgeoises, par son sens de la grandeur de la France. Donc, De Gaulle ne peut pas être De Gaulle ailleurs qu'en France. Et d'ailleurs, lorsqu'il voyageait aux États-Unis, je crois que c'est 44 ou 45, je me souviens plus la date de son séjour aux États-Unis, il apparaît un peu comme un personnage incongru que les Américains ne comprennent pas. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais compris, parce qu'il est tellement français, et déjà d'ailleurs un petit peu étrange pour la France des années 40, 50 et 60, mais en même temps, il est tellement français qu'il ne s'exporte pas. Alors que Napoléon s'exporte très bien. Un peu partout. Gérard Bardiguier. Oui, je voulais faire remarquer que l'une des différences à mes yeux, vous confirmerez ou pas, puisque vous avez travaillé le sujet, je pense que De Gaulle a beaucoup plus une vision en termes de civilisation que Napoléon. Il est pétri d'histoire, il sert un dessein et l'avenir de la civilisation, il y pense à chaque instant, ce qui est peut-être pas exactement le cas de Napoléon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Patrice Guénifé, oui.
Oui, Napoléon pense... D'abord, Napoléon, sa vision de la civilisation reste celle de la Révolution française dont il est sorti. Et s'il va s'accorder avec l'Église et la rétablir, c'est uniquement pour un rôle politique et pas dans son ancienne puissance. Donc il est quand même l'homme d'une rupture dans l'histoire de France. Il va réconcilier les Français, mais néanmoins, son monde, c'est celui de la Révolution. Je crois qu'entre eux, il y a surtout une grande différence. Oui. C'est que Napoléon est poussé en avant par une France très optimiste, très jeune, très volontaire, et il a encore l'ambition de faire de la France, ou de maintenir la France au rang de première puissance mondiale en battant les Anglais. De Gaulle est quand même le représentant, même pas le représentant, est en charge d'une France qui peut d'autant plus réfléchir à ce que devrait être la situation que l'avenir de la France est quand même déjà bien compromis. Et De Gaulle ne s'est jamais fait d'illusions sur il le sait d'ailleurs, il le dit. Les Français. Ouais. Oui. Et donc, ils sont dans une position très différente. Napoléon a un objectif très concret qui est de maintenir la France à son premier rang, celui de la puissance mondiale. De Gaulle a autre chose, c'est de faire vivre la France, de continuer à faire vivre la France, à lui faire retrouver une certaine grandeur au milieu de son déclin réel. Et il était lui-même très conscient de la catastrophe absolue qu'avait été 1940. Mais c'est bien pour ça que De Gaulle faisait que la France était beaucoup plus que la France, comme Chardin disait que l'amour c'est beaucoup plus que l'amour. De Gaulle a été un représentant, au bon sens du terme, qui peut-être survendait le produit, si je peux me permettre. Oui, pour aller dans... Mais je pense pas différemment de M. Bardy, mais pour aller dans le même sens, je pense qu'on pourrait dire que De Gaulle est l'homme de la France et que Napoléon a été, à un moment donné, le représentant des Français. Voilà, c'est-à-dire que, je suis tout à fait d'accord, Voilà, il est plus un représentant, il est poussé en avant. De Gaulle tire derrière lui c'est ça. les Français en incarnant la France. Ce qu'elle est dans son esprit, la Madone, vous connaissez la phrase, la Madone sur les fresques des murs, etc. Oui, aux fresques des églises. Des églises, absolument. Des églises. Ce qui est important, c'est de préciser quand même, c'est que leur expérience de la guerre les sépare en quelque sorte. Parce que Napoléon, on peut dire qu'il aimait la guerre, De Gaulle n'aimait pas la guerre. Napoléon aimait la guerre à la folie, et c'est ça qui le rend si dangereux. Parce qu'au fond, plus il remporte de victoires, et plus il pense que la guerre est la solution de tous les problèmes, jusqu'à aller dans cette expédition folle en Russie. De Gaulle n'aime pas la guerre parce qu'il a été le témoin de sans doute l'une des guerres les plus horribles de l'histoire de l'humanité, qui a été la guerre de 14, des tranchées. Et toute sa réflexion sur les blindés, sur les chars, est aussi un moyen pour lui d'essayer de réformer la guerre dans un sens qui ferait moins de victimes, qui serait moins violent, parce que la guerre retrouverait du mouvement, retrouverait de la rapidité, de la mobilité. Donc, il a une réflexion contre la guerre, alors que Napoléon est un fou de guerre, au sens littéral. C'est très différent. Est-ce que De Gaulle admirait Napoléon, en quelque sorte ? Il admire, comme d'ailleurs je crois c'est la position la plus commune et la plus raisonnable, il admire le génie sans pareil de l'homme, puisque depuis Alexandre probablement il n'y a pas eu un autre personnage de la même étoffe, mais il juge très sévèrement le bilan, puisque Napoléon, en ne sachant pas mettre un frein à ses ambitions, précisément parce qu'il n'est pas comme De Gaulle, il n'a pas le sens de la France, eh bien Napoléon finit par provoquer une catastrophe, puisqu'il laisse une France plus petite que celle qu'il avait trouvée en prenant le pouvoir. Et oui, on continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio. On continue d'en parler donc avec Patrice Guéniffé, Gérard Bardy, avec vous, chers auditeurs de Sud Radio. Appelez-nous tout de suite au 0826 300 300 pour nous donner votre avis sur Napoléon, sur De Gaulle. On va vous donner la parole dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. 10 ans que papa est parti, 10 ans qu'il a quitté la place, et chacun dans tous les partis prétend qu'il était de sa race. Même ses anciens détracteurs
s'abrite à l'ombre de son chêne, et la droite et la gauche. Il s'appelait De France, et Serge Lama qui rend un hommage. 10 ans après, c'était donc les années 80. Serge Lama qui rend un hommage à De Gaulle. Et oui, et Serge Lama qui avait aussi rendu un hommage, on s'en souvient, à Napoléon dans une sublime comédie musicale. Et aujourd'hui, sur Sud Radio, eh bien, on parle de ces deux personnalités historiques favorites des Français. Et on en parle donc avec le journaliste Gérard Bardy et avec l'historien Patrice Guéniffet. Et on a une question pour vous deux. Aujourd'hui, pourquoi, effectivement, il n'y a pas d'homme de cette envergure? Oui, on a l'impression, c'est vrai que l'ère des grands hommes est terminée. Alors c'est peut-être un cliché, mais quand même, quand on parle de Napoléon, quand on parle de Gaulle, et quand on regarde un peu, pas seulement en France, hein, mais un peu partout, on se dit où ils sont, où sont-ils? Gérard Bardy. Écoutez, c'est l'éternelle question. Est-ce que c'est l'histoire qui fait les hommes ou est-ce que ce sont les hommes qui font l'histoire? Incontestablement, De Gaulle est le dernier géant de notre histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il rassemble à peu près toutes les familles politiques, plus ou moins hypocritement ici ou là, mais tout de même, il fait en tout cas l'unanimité, déjà parce qu'il y a un grand vide et que les Français, par exemple, voudraient bien avoir un De Gaulle. Moi, quand je signe mes livres dans les salons du livre, on me dit, vous savez, aujourd'hui, il nous faudrait un De Gaulle. Je n'entends que ça. Oui, c'est je n'entends que ça. Comment est-il devenu est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnages comme De Gaulle? Évidemment, on ne les voit pas, on les cherche à la jumelle, mais on ne les trouve pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons d'une certaine désespérance des Français. C'est de voir que on n'arrive pas à sortir de nos problèmes, voir que ces problèmes s'aggravent, qu'ils mettent en péril telle ou telle partie de notre société, de notre façon de vivre, et qu'il n'y a pas la personne qui va se dresser et qui va faire ce que De Gaulle a fait en 40. De Gaulle a dit non en 40, a dit non à l'effondrement, a dit non à la volonté exprimée par le gouvernement de Vichy de cesser la guerre. Donc effectivement, c'est bien gentil aujourd'hui de nous parler de la guerre contre le virus, de la guerre contre je ne sais quoi, mais le chef de guerre, nous l'attendons. Donc, de la faire, la guerre, justement. Voilà, et il suffit pas de le dire, il faut aussi la faire. Patrice Guéniffet, oui, quel est votre avis sur la question ? Je partage bien sûr le constat un peu désespéré de votre invité. C'est vrai, moi j'ai l'avantage sur lui, c'est que comme j'ai écrit sur Napoléon et De Gaulle, j'ai les deux. J'ai les gens qui me disent on a besoin d'un Napoléon et ceux qui viennent me voir et qui disent on a besoin d'un De Gaulle. Voilà. Mais l'avis, c'est vrai, est très largement répandu et le sentiment que personne n'est capable aujourd'hui de relever le rôle. Mais je crois aussi que c'est parce que la politique elle-même a beaucoup changé et aujourd'hui elle se confond en grande partie avec l'administration des choses, avec la gestion, plus qu'avec le fait de réellement gouverner. Manque à nos hommes politiques d'aujourd'hui l'éducation tragique dont on parlait au début de l'émission, et puis aussi ça vient de leur formation, parce qu'après tout le personnel politique, même si on disait à propos de la Troisième, la République des avocats, néanmoins ils avaient des expériences très diverses, et ce n'est plus le cas aujourd'hui où ils sortent tous de l'ENA. Alors maintenant, il faut aussi des circonstances très graves pour que ce genre de personnage émerge. Il n'y a pas de raison de croire que statistiquement ou génétiquement ou biologiquement, il n'existe pas. Bien sûr. Il y a forcément des gens extraordinaires qui existent. Simplement, il faut que les circonstances leur permettent d'émerger, et il faut aussi que ceux qui seront leur public soient capables ou prêts à les accepter. Oui. Et moi, je suis absolument pas sûr que nos contemporains, nous-mêmes, c'est-à-dire tout le monde, on serait à même de les accueillir en quelque sorte. À accueillir un Napoléon, un Clémenceau ou un De Gaulle. Ou un Churchill. Je ne crois pas. Ou un Churchill. Ou un Churchill, parce que vous savez, en plus, dans les deux cas, Napoléon, De Gaulle, ils viennent pour réconcilier des sociétés déchirées, mais qui néanmoins avaient encore des choses en commun. Et le grand homme, c'est un lien qui est reconnu par des camps inconciliables. C'est ça un peu le grand homme. Mandela a été d'une certaine façon un grand homme aussi, parce qu'il a su à un moment donné, pour mettre fin à l'apartheid, ne pas se faire des ennemis de la communauté blanche. Et aujourd'hui, nous sommes une société française tellement fracturée, tellement émiettée, que je vois mal un personnage qui serait un lien commun
Ce serait un travail d'Hercule. On va aller tout de suite au standard de Exactement. Sud Radio. Il y a plusieurs auditeurs qui nous appellent et on prend tout de suite donc Richard qui nous appelle de Goué en Seine-et-Marne. Bonjour Richard. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Berkoff. On s'est parlé 2-3 fois. Je suis un très grand fan. Moi, mon souvenir du général de Gaulle, elle est un peu limitée parce que à l'époque, quand il est mort en 70, j'avais 9 ans. Mais je me rappelle avoir regardé les funérailles à la télé avec mon père, qui était très ému parce que mon père est arrivé en France à l'âge de 13 ans avec sa maman de la Pologne. Oui. Et sa maman était française, ma grand-mère était française, mais elle était mariée avec un Polonais à l'époque qui a été tué par les nazis et elle a réussi à se sauver. Et voilà, c'est mon expérience de Gaulle que je me rappelle combien mon père était ému pendant les funérailles. C'est ma petite histoire que je voulais tout partager à fait. avec Et vous. vous trouvez comme nos invités qu'il y a plus de personnages de cette envergure aujourd'hui? Absolument, mais je suis assez d'accord aussi quand ils disent que je ne sais pas si aujourd'hui les Français pourraient supporter quelqu'un comme suivre quelqu'un comme De Gaulle, quoi. Et tous ces pseudo-politiciens qui se disent gaullistes, mais ils n'ont pas le courage de Gaulle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec eux, oui. Gérard, oui, dans Dernières heures à Colombey, là, le bouquin que je viens de sortir, je raconte comment Madame de Gaulle, après la mort du général, a reçu des dizaines de milliers de lettres. Et le témoignage de notre auditeur me renvoie au contenu de ces lettres. C'était des merci. C'était des Madame, on n'oubliera pas le général. C'était et il y avait beaucoup de gens, de lettres qui émanaient de Français venus d'ailleurs. Vous parliez de la Pologne, mais de toute cette émigration européenne qui s'intégrait à l'époque et qui soutenait le général de Gaulle. Absolument. Patrice Guénifé, non, je crois qu'il faudrait. Oui. Est-ce que vous avez un peu le même sentiment, vous? C'est-à-dire par rapport à ces Français, c'est vrai, qui ont dit merci, et par rapport au fait que quand même, la France est très fracturée en ce moment, et pas seulement la France, beaucoup de pays. Pourquoi on ne serait pas prêt à accueillir quelqu'un? Je veux dire, encore faut-il qu'il existe. Non, mais ça, vous savez, ce genre de personnages, on ne les voit pas arriver. Personne, 2-3 ans avant 1940, ne peut imaginer que De Gaulle va partir à Londres, etc. Quelques 2 ans avant le 18 Brumaire, personne n'imagine que ce petit général qui ne paye pas de mine va devenir le maître de la France aussi facilement. Et puis il y a autre chose, vous savez, il y a la phrase célèbre de Hegel, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous vivons dans un monde obsédé par la transparence. Donc, les grands hommes ont besoin d'ombre. Ils ont besoin de distance. Ils ont besoin de discrétion. Tout ceci n'existe plus à partir du moment où ils sont traqués heure par heure, heure après heure. Où peut être la grandeur? Parce que la grandeur, elle s'abrite. Et elle demande du mystère. Très justement. Oui, De Gaulle ne descendait pas, vous l'avez dit tout à l'heure, de sa chambre sans être vêtu de pied en cap. C'est-à-dire, lorsqu'il sort de sa chambre, qui est son espace intime, il est De Gaulle. Or, aujourd'hui, nos hommes politiques vivent en public, pour ainsi dire. Et oui, et c'est ça peut-être où le bas blesse. Et oui, merci Gérard Bardy et merci Patrice Guénifé d'être venu nous rejoindre sur Sud Radio. Tout de suite, on retrouve Brigitte Lahaye. Aujourd'hui, elle reçoit le psychosociologue Christophe Médici. Êtes-vous trop égoïste ou trop altruiste dans votre couple? Réponse dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec le parfum